Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'invite les uns et les autres à nous rejoindre s'ils le souhaitent. On va débuter maintenant. Il est 10 heures. Merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous voir, de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Je vois de nouveaux regards parmi vous et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de voir que ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'aborder au sein de GS1 France. Alors pour cette réunion aujourd'hui, on a prévu un agenda qu'on espère à la hauteur de vos attentes, qui devrait vous permettre d'échanger, de recevoir de l'information, mais aussi d'échanger sur la base de plusieurs interactions et d'interventions aujourd'hui. Donc on va débuter par une première intervention qu'on va vous présenter dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais également saluer toutes les personnes qui nous retrouvent à distance. On est à peu près 150 entre les personnes ici et les personnes à distance. Donc voilà, on commence petit à petit à tous reconnecter avec les uns les autres et c'est une bonne chose après ces quelques mois complexes. Je voudrais également remercier nos GS1 partenaires qui nous font le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc Manage Artworks, Agenda 3000, Kendo, Bayer Consulting, AGP, Virtual Packshot, Everyday Nissan et Shopping Feed, qui pour les chanceux et chanceuses d'aujourd'hui, vous pourrez les rencontrer sur cet espace sur votre droite, votre gauche, pardon, et qui sont là pour vous, qui sont là pour vous écouter, vous accompagner dans vos projets de data management, d'échange de fiches produits, etc. Donc n'hésitez pas à les retrouver aujourd'hui, ils sont là pour vous. Je suis également très heureux de vous retrouver dans ce lab. Ça fait longtemps, peut-être un peu trop longtemps, qu'il n'a pas aussi bien vécu. Voilà, son rôle, c'est avant tout d'être là comme lieu de rencontre entre un écosystème très, très varié de marques, d'industriels, de distributeurs, de revendeurs, de marketplace, de logisticiens, de transporteurs, des représentants des pouvoirs publics, etc. Donc on a l'opportunité de pouvoir le mettre à votre disposition. Et aujourd'hui, il revit sur une thématique qui est évidemment d'actualité, mais on l'a compris au détour des différents échanges qu'on a eus avec les uns et les autres, qu'il est éminemment complexe. Donc on est là aussi pour essayer de comprendre comment on peut co-construire ensemble un peu plus de simplicité, un peu plus de facilité dans vos identifications et dans vos échanges. Et prenons cet événement, si vous en êtes d'accord, non pas comme un point de départ, on est bien là dans une continuité, les choses sont là, il faut qu'on puisse mieux les appréhender ensemble, mais comme un moment où voilà, on va se dire des choses aujourd'hui et on va essayer d'y donner suite assez rapidement. On va voir les meilleurs formats pour le faire, mais pour adresser cette problématique assez complexe de l'identification dans les flux e-commerce et notamment marketplace. Ce que vous savez de GS1 France, pour nous présenter un petit peu plus, de GS1, c'est ce qu'on consomme, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le code barre. Voilà d'où on vient. On a à peu près 50 ans. Alors ça ne se voit pas sur nos visages, mais nos prédécesseurs étaient là bien avant nous et ils ont eu une idée, en premier lieu des industriels et des distributeurs, d'essayer de faciliter le quotidien pour le passage en caisse, la facturation, la commande de produits, etc. Et ils se sont dit à minima, il faut qu'on résolve une problématique qu'on a tous, c'est la façon dont on désigne des produits, des entreprises, des lieux, etc. Et il faut qu'on puisse y apporter une réponse standardisée. Il faut qu'on parle un même langage et que ce même langage nous permette de gagner en efficacité opérationnelle. Et ils ont commencé par comprendre que la meilleure façon de faire, c'était déjà de nommer les choses d'une façon commune. D'où cette intention de départ qui était de créer une organisation neutre, sans but lucratif, qui permette de mettre autour de la table des personnes qui travaillent pour des entreprises qui elles-mêmes sont en concurrence en dehors des règles et des murs de GS1. Et ça, c'est important parce que sans ce type d'organisation, il n'est pas possible de bâtir des règles communes pour dépasser des problématiques communes. C'est avant tout, je m'adresse surtout pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, et à nouveau merci pour votre participation aujourd'hui, que vous puissiez comprendre qu'ici, on est à votre écoute et que vous et vos partenaires peuvent se retrouver pour partager des problématiques communes.
Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de vous écouter pour comprendre vos problèmes opérationnels, comprendre les enjeux auxquels vous faites face, et essayer d'établir avec vous collectivement, de co-construire des plans qui font qu'on s'attaque à des problématiques collectives et pour lesquelles il faut une réponse standardisée. Donc le point de départ, il est là. On va beaucoup parler d'identification, vous l'avez retrouvé dans la thématique du salon, et on ne va pas se quitter non plus sans s'en dire plus. Il y a de belles interventions qui vont se succéder sur ce sujet de l'identification. L'identification intervient comme un moyen, mais c'est un moyen élémentaire, c'est un prérequis pour aller plus loin. Donc le BIP que tout le monde connaît, à minima, on l'a entendu 30 000 fois en sortie de caisse magasin. Certains d'entre nous sont même de grands mélomanes via les applis de marketplace ou autres, parce que voilà, on peut nous-mêmes commander des produits ou faire son panier sur les applis et les sites. Et ce BIP, on n'a pas fini de l'entendre. Il traduit une chose importante, c'est que dans ces 50 ans d'expérience qu'on a, il y a une chose qui ne varie pas, qui ne change pas, c'est le besoin d'informations partagées entre tous les acteurs qu'on avait initialement accompagnés il y a 50 ans dans une relation qui était très binaire, en tout cas très duel, entre des fabricants et des distributeurs, avec un niveau de complexité qui n'est absolument pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a un système robuste international d'identification depuis 50 ans, et aujourd'hui on fait le constat que ceux qui font évoluer le plus, qui font les transformations profondes du commerce, c'est notamment les marketplaces, et elles adoptent massivement ce système d'identification. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin à minima, comme vous, comme toutes les parties prenantes, de pouvoir avoir une information claire, non ambiguë sur ce qu'est le produit, quelle est son identité à minima. Et on va beaucoup en discuter aujourd'hui. On va discuter d'identification, de partage d'informations et du premier socle élémentaire à se partager pour aller plus loin. C'est tellement élémentaire que généralement on n'y pense pas. Et le fait est que c'est aujourd'hui ce qui revêt le plus de valeur en premier lieu dans les échanges commerciaux ou comme prérequis aux échanges commerciaux. Donc DC Discount, Amazon, eBay et bien d'autres ont tous commencé de la même façon, par des codifications internes, avec des nomenclatures internes, etc. Et les nomenclatures internes, elles vont continuer à vivre. En revanche, ce qu'on va voir, c'est qu'on a besoin d'un système d'identification d'interface. Et c'est ça qu'on va concrètement voir aujourd'hui, c'est que le système d'identification GS1 intervient comme un moyen d'interfacer des systèmes qui nativement ne sont pas faits pour communiquer les uns avec les autres. Ce qui change fondamentalement, c'est la complexité de vos échanges au quotidien. Beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus de flux en temps réel, et les nouveaux paradigmes soutenus, ou en tout cas accrus par des réglementations de plus en plus fortes. Donc, d'où on vient ? C'est des échanges qui étaient très linéaires, dans une chaîne qui était assez courte et maîtrisée par très peu d'acteurs. On voit aujourd'hui qu'il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin dans l'échange d'informations. Toutes vos entreprises ont besoin d'échanger beaucoup plus d'informations et chaque année, c'est davantage d'informations. Mais il y a encore un progrès collectif à faire sur comment on identifie de façon simple et non ambiguë les produits, les acteurs, etc. Donc ces échanges ils sont exponentiels. Et il y a une difficulté collective qui nous est partagée souvent ici, c'est que faire des liens, tout le monde veut ça. Tout le monde veut des interactions, tout le monde veut gérer ces interactions, ces échanges. En revanche, arriver à faire des liens entre les différents référentiels des uns et des autres, pour ça, il faut un langage commun. Il y a un autre paradigme de fond qui arrive, c'est qu'on est passé d'un usage très simple du produit, où on produisait, on consommait, on jetait, à une autre considération de l'économie, à une économie plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement, notamment au travers de l'économie circulaire et en Union européenne, bien soutenue par la réglementation et en France aussi par la loi. Donc on voit que passer d'une vie à plusieurs vies, ça sous-entend à minima de s'échanger un identifiant commun et puis d'être capable de gérer cette dynamicité tout au long de la chaîne de valeur, parce qu'un produit à un instant T peut avoir une réalité
et au fur et à mesure de sa vie ou de ses autres vies, d'autres réalités. Et donc se pose la question de voilà, quel est l'impact sur l'identification et l'identité de ce produit. Un autre paradigme qui est très important, c'est qu'on passe de plus en plus du contenant au contenu. Donc on a commencé il y a 50 ans par s'intéresser à ce que le produit était. Donc ce qui finalement le qualifiait, le décrivait, c'était les données du packaging. Aujourd'hui, il y a un enjeu à aller plus loin, à rentrer à l'intérieur du produit et de s'intéresser à la composition même, évidemment, de l'emballage, mais aussi du produit. Donc on voit ici un exemple avec un smartphone. Je pense qu'on a tous dans la poche. Et globalement, voilà, il y a une myriade de constituants, de composants qui font appel à différentes molécules, etc. Et un smartphone, c'est consommateur d'énormément de matières premières, de ressources finies, etc., etc. Donc pour aller plus loin sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, il y a besoin de développer davantage de connaissances sur ce qu'est le produit, ce qui le constitue. Donc ce nouveau paradigme, il est super important parce qu'il permet évidemment aux professionnels de mieux maîtriser ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils distribuent, leurs approvisionnements de matières premières, et aux consommateurs de pouvoir concrètement consommer de façon plus éclairée, plus respectueuse de l'environnement par rapport à des critères qui font sens pour ses propres aspirations. Donc, vous l'aurez compris, ce qui ne varie pas chez GS1, c'est notre raison d'être opérationnelle. On continue à être là pour vous accompagner dans l'identification à des fins d'échange, notamment de données, entre vos partenaires amont, vos partenaires aval, et de plus en plus dans cette dimension écosystémique, de façon à vraiment gérer la dynamicité de vos flux et votre volonté de vous ouvrir à davantage de partenaires et de maîtriser les conditions d'ouverture. Donc cette identification unique, elle est fondée sur un système de règles qui est co-construit par vous, les acteurs. Alors en France, on anime des collaborations ici avec des acteurs qui jouent en France et à l'international, et on est aussi en relation avec l'international de GS1 pour produire des standards qui soient véritablement internationaux et qui vous permettent de dépasser les frontières et de faire ce commerce international. Ce que le système GS1 vous permet de faire, ce sont des choses qui sont très opérationnelles. C'est-à-dire que en mettant en place l'identification, les standards de capture et d'échange de données, vous allez pouvoir aller déclencher des opérations d'automatisation d'échange de données et assurer, et je me regarde les OFOR qui sont présents là aujourd'hui et qui en sont la démonstration concrète, l'interopérabilité des solutions numériques. Ce n'est pas un concept ou une volonté qui se décrète à ce point-là. Il y a besoin de co-construire cette interopérabilité. Évidemment, c'est un petit peu technique, mais on crée cette interopérabilité par rapport à des besoins métiers opérationnels qui font consensus ici. Et on passe beaucoup de temps avec les équipes à essayer de vous mettre autour de la table et vous faire en sorte que vous puissiez vous exprimer et bâtir des règles communes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on identifie avec le système GS1 ? Des produits, des unités logistiques, des colis, des palettes, etc. Des entreprises, des entités, des lieux. Donc je vois ici certains de nos adhérents qui sont eux-mêmes identifiés avec le système GS1. On peut identifier des documents et de plus en plus, et ça c'est un challenge pour l'organisation internationale GS1 qu'on veut relever avec vous parce que vous êtes nombreux à nous solliciter là-dessus, comment on fait pour pousser cette granularité d'identification, ce système d'identification de plus en plus en amont de vos chaînes d'approvisionnement pour avoir une meilleure connaissance de ce qui constitue vos produits, vos matières premières, avec l'identification des pièces détachées, des composants, des équipements, etc. Donc, vous avez connu un GS1 qui avait accompagné l'économie de masse, la consommation de masse, et GS1 suit et veut être un acteur actif de l'évolution de vos business. Et donc, on s'adresse aujourd'hui à des problématiques qui sont les vôtres, c'est-à-dire l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, la réparabilité, la recyclabilité, etc. Donc, quand on parle d'échange au niveau transactionnels, commerciaux, on parle d'échange de la supply chain, de la logistique et de plus en plus du cycle de vie du produit.
Vous êtes nombreux à nous solliciter sur de l'analyse de cycle de vie, voilà, voir comment les standards peuvent intervenir dans vos process. Très clairement, l'identification fait partie des particules élémentaires à poser. Donc, pour les nouvelles et nouveaux, le fondement du système GS1, c'est ce triptyque. On peut échanger de la donnée, on peut en capturer à partir du moment où les acteurs ont mis en place l'identification et cela partage. Ce besoin d'identification partagée, il est indispensable non seulement à se dire, mais à concrétiser. Donc, pour terminer, GS1, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation internationale sans but lucratif qui existe depuis 50 ans, régie sous un principe fondamental chez nous, c'est la neutralité. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes nombreux à être concurrents au quotidien. Nous, on est là pour vous aider à vous exprimer et faire en sorte que vos problèmes soient bien partagés et aboutissent à des consensus à partir du moment où il y a une volonté commune de s'engager collectivement dans la problématique. On a été créé par des entreprises, donc GS1 est une organisation privée. On est 100% piloté par les adhérents au niveau de la décision stratégique et de la stratégie de GS1 internationale, et en France également. Et on est local, il y a 115 GS1 dans le monde. En France, GS1, ça représente à peu près 50 000 adhérents, et on est 100 collaborateurs, tous ici sur ce lieu, évidemment en mode hybride, comme tout à chacun, de plus en plus engagés avec vous dans la construction de feuilles de route qui soient vraiment fédératrices et qui permettent l'inclusion d'un maximum d'acteurs, notamment les TPE, PME, qui cherchent aussi à comprendre ce que, en plus du code barre, elles peuvent faire avec ce système. Et vous êtes certains d'entre vous, et ça c'est super de vous avoir aujourd'hui, à vouloir vous développer sur le e-commerce, les marketplaces, et vous cherchez à comprendre le lien entre le code barre, le code et les demandes des marketplaces pour vous lancer dans le e-commerce. Alors, un écosystème très large d'acteurs. On est plusieurs filières à s'adresser à vous. On adresse plusieurs filières, à peu près 18 filières dans l'alimentaire, non alimentaire, et de plus en plus de façon transverse. Donc voilà, une certaine représentation de tous les acteurs de l'écosystème. Ce qu'on essaye de faire ici avec vous, c'est de plus en plus travailler en développant l'intelligence collective. Encore une fois, ça ne se décrète pas. Le sujet des marketplaces est vraiment à l'image de ça. Et on va se prendre pour date, si vous en êtes d'accord, d'aller plus loin ensemble et donc de réfléchir à quelles seraient les meilleures étapes, les prochaines étapes pour donner suite à cette journée qui va vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire ensemble. Donc pour l'agenda de la journée, on a un super agenda. On a une première table ronde qu'Isabelle Weisbecker, donc, qui est responsable e-commerce, va animer avec Galeries Lafayette, Chantel et Clear Fashion. Et merci à vous d'être là aujourd'hui pour contribuer au succès de cette journée. Et puis on aura un retour d'expérience de La Redoute sur l'identification et la fiche produit fashion, cette matinée étant dédiée davantage au textile. Et cet après-midi, on aura des exemples un peu plus larges et transverses, notamment avec L'Oréal et Cdiscount, bonjour Dominique, de façon à ce qu'on puisse bien attaquer les problématiques quand on est un adhérent depuis quelques temps et qu'on se pose des questions sur ce que le système peut faire de plus pour mieux vendre sur les marketplaces et mieux structurer sa donnée. Je terminerai en vous souhaitant une très bonne journée. Et je crois que j'ai oublié de me présenter en début. Vous avez vu mon nom, mais voilà, je suis Paul Bounot, je suis directeur du Community Engagement, une équipe qui est dédiée à votre écoute et à l'accompagnement de vos sujets de façon de plus en plus transverse et surtout leur résolution collective. Bonne journée à vous et à tout à l'heure. Ah, il est mis sur mute, évidemment. Écoutez, merci Paul. On est tous ravis chez GS1 de pouvoir enfin, depuis un an,
retrouver les gens dans la vraie vie, avoir du contact avec vous et puis pouvoir échanger sur vos sujets, vos problématiques, comme Paul vous l'a expliqué. Donc sans plus attendre, puisqu'il a un petit peu débordé, j'appelle les intervenants de la prochaine table ronde, de la première. Donc Cathy Sellier de Groupe Chantel, Agnès Vermeau de Galerie Lafayette, accompagnée de Julien Perronnet. Voilà, on aura une personne de partie retail et de la partie e-commerce, et Rim Trabelsi de Clear Fashion. Alors, je crois que vous pouvez mettre les petits, voilà, les petits capuchons Galerie Lafayette, comme ça vous pourrez partager le même micro. Oui, vous pouvez enlever les masques, oui, si ça ne vous dérange pas l'un et l'autre. Donc, cette table ronde, ça nous paraissait intéressant. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, nous avons travaillé sur une fiche de produit standardisée GS1 sur le textile, qui est sortie donc au mois de juin et qui est en train d'être testée auprès de différents acteurs, marques, distributeurs et offreurs de solutions. Tout ça, c'est venu de problématiques évidemment au métier, puisque nous, on ne fait pas les standards pour nous, mais on fait les standards pour vous et avec vous. Donc, c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant pour le lancement de cette fiche produit standard, de pouvoir vous faire partager quelle était la genèse de l'histoire, les problématiques rencontrées avant et encore actuelles, et donc il y a encore du travail. Et évidemment, ce qui est bon pour la filière mode, chez GS1, on adresse aujourd'hui 18 filières en France. C'est valable, c'est reproductible pour n'importe quel type de produit, n'importe quelle filière. Donc, sans plus attendre, alors je ne reviens pas sur le GTIN, puisque évidemment, donc, vous nous connaissez peut-être probablement plus avec le nom de 2AN Code, ou de GenCode pour les très anciens, mais c'est un nom qui se reproduit et qui... mais voilà, le nouveau terme à connaître, c'est Global Trade Item Number, donc c'est GTIN. Donc on vous dit code EAN en Europe, code UPC aux États-Unis, maintenant c'est un seul code qui est lisible, capturable partout, de façon unique, et voilà. Donc voilà pour le petit point vocabulaire. Donc sans plus attendre, Cathy, je vais te laisser te présenter. Je vais te donner la... Est-ce que c'est bon ? Il faut appuyer vers le haut. C'est bon ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ah, parfait. Bon, je pense qu'en plus, je parle pas fort. Donc Oui, eh bien bonjour à tous. Donc moi je suis Cathy Sellier, directrice Master Data du groupe Chantel. Alors le groupe Chantel, là on est dans le textile habillement, donc je ne sais pas si autour de la salle vous avez beaucoup de personnes du textile habillement. Le groupe Chantel, c'est 6 marques dans le monde. La marque la plus emblématique et la plus connue, c'est la marque Chantel, mais vous avez aussi la marque Passionata, la marque Chantal Thomas, Darjeeling, et après il y a 2 marques qui sont plutôt Europe du Nord, qui sont Femilette et Livera. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux que je fasse les slides ou que Oui, attends. J'avais pas vu que j'avais le bouton. Attends, hop là. Voilà. Donc une ancienne maison quand même, 1876. Oui, voilà, on a commencé sur de la gaine. À la base, les fondateurs de la famille Kretz, qui est fondateur de Chantel, ont trouvé un procédé révolutionnaire de gaine en caoutchouc. À l'époque, c'est pas du silicone, c'est du caoutchouc, d'où le slogan la gaine qui ne remonte jamais. C'est le slogan de Chantel historique. Voilà. Et la marque Chantel est née dans les années 50 et avec, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, avec un produit emblématique que l'on vend toujours, qui s'appelle Fête. Voilà, qui est toujours actif au catalogue. Donc autant vous dire que nous, les GTIN, on les a utilisés et on a bien fait parce qu'on le vend toujours et on perpétue ce même produit chaque année. Voilà, donc moi je vois rien en fait. Je suis désolée, je vois rien. On a un réseau
mondial. On vend aussi bien dans les grands magasins, France, international, chez les détaillants qui comptent beaucoup. Et on a nos propres réseaux de boutiques. Pour Darjeeling, vous le connaissez. Après, on a aussi le réseau Chantel Studio qui est en cours. Voilà. Nous sommes à la fois... alors, nous sommes très engagés en ce moment, notamment sur l'économie, le RSE. Et donc, nous avons développé un produit qui s'appelle Chantel One, qui est un produit entièrement dégradable, enfin biodégradable. C'est-à-dire que c'est une matière qui se refond et qui se transforme en... Je ne sais pas trop comment dire, en granulé. Enfin, un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Voilà, donc on est fortement engagé sur l'économie circulaire, le fait d'utiliser des matières recyclées et de connaître aussi la provenance de nos matières. Ça a toujours existé. Hein. Depuis toujours, dans le groupe Chantel, tous nos fournisseurs sont vérifiés pour s'assurer qu'ils ne font pas travailler d'enfants, qu'ils sont irréprochables sur la partie écologique. Ouais. Voilà, le fameux Chantel One. Et donc, si j'arrive... Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous faisons à la fois notre propre création d'articles, c'est-à-dire que nous avons nos propres stylistes, nos propres équipes de développement. Nous concevons nos articles, nous les produisons dans nos usines, donc à travers le monde. Et nous vendons sur un réseau aujourd'hui où, en fait, en gros, on fait 370 millions de chiffre d'affaires, 50% en dehors de France. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes fabricant, que vous maîtrisez tout le cycle de vie du produit, exact. Que vous êtes retailer, vous vendez vos propres produits dans vos boutiques et également, évidemment, dans les grands magasins et en e-commerce. Vous cochez toutes les cases de l'omnicanalité. Oui. Voilà. Et donc, avant de passer la main aux autres intervenants, Cathy, tu as participé au groupe de travail pour établir cette fiche produit standard GS1. Exact. Et donc, pourquoi? Quel est le besoin? Puisque vous avez l'air tellement bien organisé chez Chantel, c'est qu'il y a quand même un besoin de pouvoir échanger peut-être de la donnée auprès de tes clients distributeurs. Exactement. Donc, pourquoi le groupe s'intéressait-il à cette fiche technique textile-habillement? Déjà, c'est textile-habillement, un domaine un peu particulier. En fait, on a 8 millions de clientes. Après, on n'a pas 8 millions de consommatrices, mais on a beaucoup de clients à travers le monde. Et ce qui fait de faire des échanges. Pour nous, un produit, un article, décliné au coloris, au bonnet, à la taille, c'est, je ne sais plus, c'est quelque chose comme 80 RCBT, non même plus, parce que je suis au coloris, il y a 400 RCBT, enfin 400 gétines. 400, un article pour nous, c'est 400 gétines. Et après, j'en ai au catalogue, donc, qui dure depuis plus de 50 ans, donc qui sont toujours en catalogue, qui sont toujours actifs au catalogue. Donc ça représente 60 000 articles actifs chaque saison à rediffuser à nos clients. Tu veux dire que toutes les pièces qui composent, par exemple, un soutien-gorge, ont des gétines? C'est juste ce produit, le produit fini, est décliné en coloris bonnet taille. Ah oui, donc, j'ai une équation à trois critères. J'ai le coloris, une référence égale un coloris, un bonnet, une taille, pour les soutiens-gorge. Et pour les slips, juste un coloris, une taille. Donc ça représente 60 000 articles actifs au catalogue à échanger chaque saison. À échanger à... j'ai fait le calcul parce que le dernier qu'on est passé, c'est l'Allemagne. Sur l'Allemagne, j'ai 500 messages EDI, donc un message d'interface point à point avec nos clients. C'est environ 100 fiches articles vers nos clients allemands. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne parce que la France, on l'a fait depuis tellement longtemps que je n'ai plus les chiffres. Donc voilà. C'est environ 100 fiches articles chaque saison. 100 clients à qui il faut donner 60 000 fiches articles. Et ça, en point à point. Sous des formats différents. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Mon intérêt, c'était effectivement d'avoir un hub
je suis désolée, je vais utiliser des mots bizarres, mais un hub sur lequel j'arrose après tous mes clients. Voilà, c'est l'objet, c'est la raison pour laquelle ça intéressait fortement le groupe. Bon, après, c'est arrivé un peu tard pour nous parce qu'on avait déjà lancé notre changement via l'ERP. Donc malheureusement, le projet de la fiche article est arrivé après coup. Donc on avait déjà développé les interfaces point à point. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir se dire demain, plutôt que d'avoir X fois le même envoi à X clients, je puisse en profiter et faire un envoi et après chaque client vient piocher. Vous êtes combien chez Chantel à vous occuper du data management et du référentiel produit? Alors, dans mon équipe, on est 6. D'accord. 6, oui. Donc 6, et vous existez depuis un certain nombre d'années, donc vous avez pu vous organiser, mais c'est vrai que... Mais sans l'organisation et la possibilité d'avoir défini des standards, parce que c'est le problème du textile habillement, c'est que les standards ne sont pas définis. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez d'un bonnet d'une taille en France, quand vous en parlez en Allemagne, c'est pas le même bonnet taille. Enfin, si en Allemagne, c'est pareil. Non, en Allemagne, c'est pas pareil. Ils parlent pas le même langage que nous sur les tailles. Aux US, c'est pareil. Enfin, bref. Donc, à chaque fois, il faut penser le développement dans la multiculture de nos produits aussi. Voilà. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle on se disait, en utilisant un standard, on s'affranchit de chaque client et avec ses problématiques de taille qu'il ne voudrait pas de la même manière. Voilà. Très bien. Oui, ce que je voulais dire, c'est que chez Chantel, vous avez la chance de pouvoir être 6. Oui. Et qu'en fait, nous, les standards GSA, on les fait pour les petits et les grands. Oui. Puisque 95% de nos adhérents, en fait, sont des TPE. Et c'est vrai que le temps passé par les grandes entreprises qui peuvent se le permettre de créer des standards, et ben c'est aussi au bénéfice des plus petites entreprises qui peuvent bénéficier de ces fiches produits standards et qui ont moins de possibilités, au début en tout cas, de pouvoir embaucher des personnes qui s'en occupent. Donc les Galeries Lafayette qui sont représentés, qui sont venus en nombre. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il ne faut pas allumer le... Bonjour. Bonjour. C'est bon? Oui. Ah, d'accord. C'est marrant, on n'entend pas trop. Donc Agnès et Julien. Agnès Vermeau, oui. Et Julien Perronnet. Le groupe Galeries Lafayette, il est quand même assez connu. C'est 125 ans d'histoire. Un groupe familial et qui est depuis quelques années a beaucoup développé de nouvelles enseignes, ou a racheté des enseignes. On a aussi créé aussi un lien, par exemple Italie. Donc on s'est développé sur plusieurs domaines. Par exemple Italie, donc on a une partie un peu alimentaire, mais le cœur de l'activité évidemment c'est le textile, le luxe aussi. Donc c'est vrai qu'avec aussi toute la partie bijouterie, joaillerie. Nous, côté back-office, on travaille beaucoup avec les deux principales enseignes qui sont Galeries Lafayette et le BHV Marais. C'est le même back-office. Donc pour un ordre d'idée, Galeries Lafayette, c'est 2000 marques, donc variées entre la mode, l'alimentation, la beauté, l'accessoire et aussi de plus en plus aussi la partie meubles avec la Redoute. Et le BHV Marais qui est plus orienté maison, bricolage et loisirs. Donc, quels sont vos périmètres à tous les deux Alors, Galeries Lafayette? moi, je suis donc dans le département supply chain. Je suis responsable du service collaboratif fournisseur. Donc, en fait, mon rôle avec mon équipe, c'est d'assister les fournisseurs sur tous les échanges de données. Et on a des fournisseurs qui ont un contrat commercial particulier qu'on appelle la commission à la vente, et pour lesquels c'est mon équipe qui assure la partie référencement via le portail B2B ou les échanges EDI. Donc en effet, la partie GTIN est notre clé d'entrée et notre identifiant unique même pour les magasins en dur, j'allais dire, puisque ça reste dans notre monde de distribution multimarque l'identifiant scannable en caisse en fait. Pour l'encaissement. Compte tenu du nombre de fournisseurs qu'on a, c'est aussi le moyen de bien assurer l'encaissement en toute rigueur et qualité, et donc pour lequel après on déduit évidemment la facturation.
Après, au niveau des fournisseurs, on a une typologie de fournisseurs extrêmement variée. On développe de plus en plus, c'est un petit peu dans l'air du temps, évidemment, donc la mode et la création, ça reste l'ADN des Galeries Lafayette, donc on a aussi beaucoup de créateurs. On développe de plus en plus le Made in France, l'éco-responsable, et on a donc des fournisseurs, oui, de taille toute petite, c'est ce que tu disais, Isabelle. Et ces fournisseurs-là ne connaissent pas les standards, encore moins le GTIN. Et on est amené dans le cadre du référencement, puisqu'on oblige un petit peu, alors on recommande fortement ces fournisseurs à référencer pour évidemment l'encaissement unitaire. Et donc on a toute une pédagogie pour les amener à utiliser les GTIN. Alors justement, tu me disais au café tout à l'heure que vous aviez des fournisseurs qui sont pas très... Les GTIN, c'est chez GS1. On est 115 organisations dans le monde, donc vous choisissez l'organisation qui vous convient. En français, c'est plus simple, c'est GS1 France, si vous voulez avoir les documentations. Et pour commencer votre activité, si vous faites moins de 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est 90 € hors taxe par an. Donc voilà, c'est dit, parce que c'est vrai que ça ne me met pas un peu hors de moi, mais c'est tellement... Il y a des faux sites qui se créent et qui inventent... Enfin, c'est très facile de pouvoir vendre une suite de chiffres à 13 chiffres. Sauf que si ce n'est pas un code reconnu, identifié dans les systèmes GS1, il ne sera pas reconnu à l'extérieur non plus, chez les grands magasins, chez les marketplaces. Et donc, il faut absolument, et c'est pour vous, parce que sinon, vous allez faire le travail 2 fois. Il y en a qui ont déjà identifié leurs produits avec des faux codes, enfin des codes qui venaient pas de GS1. Imprimés sur leurs produits ces codes-là qui n'étaient pas reconnus au final en caisse ou il a fallu qu'ils recommencent tout. Donc ça peut coûter très cher au final. En fait, le frein d'un fournisseur qui ne connaît pas les standards, quand on lui demande de créer des EN, j'ai l'habitude d'utiliser EN, donc pas grave. de créer des EN en effet pour pouvoir référencer, et en fait c'est la possibilité de rentrer aux Galeries Lafayette et de vendre. C'est un petit peu les obligations. Le premier frein, c'est le coût. Et en fait, il n'y a pas forcément une grande information. Ils ne connaissent pas GS1. Et donc, ils vont solliciter ou ils vont regarder un peu sur Internet. Et là, en effet, j'ai eu 2 cas de fournisseurs qui achètent des EN. J'ai été un peu surprise. Donc, on a vraiment une grande pédagogie aussi de notre côté. Avec le poids des Galeries Lafayette, je dirais, pour justement faire de la pédagogie sur ce standard. Et quand je parle de standard, je ne parle pas encore de la fiche produit, je parle juste du GTIN à utiliser dans nos bases. Pour en revenir un peu au data management et voilà, côté retail et côté e-commerce, je sais qu'il n'y a pas les mêmes Alors voilà, moi je suis enjeux autour du GTIN et l'identification des produits. La première étape pour nous, c'est pour mon service, en effet, au niveau de la supply chain, c'est de leur faire créer en effet les EN et de façon assez simple à référencement. L'idée, c'est d'avoir un EN, un prix de vente et gérer l'encaissement dans les magasins. Et après, certains fournisseurs qui sont sur le site marchand gl.com, enfin galerielafayette.com ou le BHV, on va les récupérer, c'est l'équipe de Julien, pour faire l'enrichissement et là récupérer toute l'information à déposer sur le site. Oui, c'est Julien, tu me disais quand on a préparé cette table ronde qu'on parle tous la même langue, mais en maison, mais on ne parle pas le même langage. Oui, alors je me présente, moi je suis Julien Perronnet, je suis donc le responsable de référencement digital aux galeries. Donc aujourd'hui, j'interviens effectivement dans le cadre de la fiche produit, plus on va dire que du GTIN, parce que finalement le GTIN maintenant est une norme qui est, on l'a vu tout à l'heure en introduction, depuis presque 50 ans. Donc nous maintenant, ce qu'on cherche effectivement, c'est de pouvoir communiquer avec les différents fournisseurs. On en a 3800, tous canaux de vente confondus, tout statut, toute forme juridique confondue, on en a 3800 aux galeries. Donc aujourd'hui, on a besoin justement avec ces fournisseurs-là, surtout qu'on maintenant, on l'a bien vu avec le confinement, on l'a bien vu avec ces choses-là, tout ce qui est ship from store, tout ce qui est vraiment Internet est vraiment le canal maintenant qui est vraiment, on va dire, le plus en avant, où il y a eu plus de porteurs de chiffres, on va dire. Et par rapport à ça, on a vraiment besoin d'accélérer effectivement pour avoir un time to market assez rapide. On a vraiment besoin d'accélérer et une des solutions, effectivement, ça serait passer par une matrice de référencement commune, on va dire. Voilà.
Elle existe. La bonne nouvelle, c'est qu'elle existe maintenant. Donc vous avez des offreurs autour, là, pour ceux qui sont présents, qui peuvent vous aiguiller. Et puis on a aussi ouvert tout récemment notre marketplace pour vous mettre en relation avec les GS1 partenaires, donc notre réseau de partenaires qui intègrent nos standards. Donc maintenant c'est possible. Donc tu disais que c'est la fiche produit qui t'importe et pas le GTIN, mais le GTIN est le premier attribut, si je puis dire, de la fiche produit, puisque c'est la référence pivot et clé. Et alors, dans le e-commerce, on a besoin de plus d'informations que sur la partie retail. Alors oui, parce que dans ma cellule, ce qui se passe, c'est qu'une fois que c'est référencé, donc une fois que c'est passé dans les mains, on va dire, de Agnès, nous on récupère la data de référencement pour après ce qu'on appelle l'enrichir. Donc l'enrichir, c'est le moment juste avant que le produit monte en ligne. Et ça va être avoir le bon patronyme, avoir la bonne désignation, les matières, enfin tout ce qui se rapporte au produit ou même les mots typiques du produit pour le désigner. Et il va y avoir aussi le raccrochement du visuel. Donc la façon la plus simple, c'est en packshot. Et après, vous avez tout ce qui est vue portée. Donc il va falloir regrouper ces deux informations. Et donc l'enrichissement, c'est le traitement du visuel plus la désignation poussée du produit. Ce qu'on n'a pas forcément dans nos systèmes à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, comment vous gérez votre data actuellement avec les fournisseurs? On a une matrice. Je ne vais pas le cacher. Et justement, je suis là pour voir un petit peu ce qui se fait, ce qui est utilisé à l'heure actuelle avec les différents fournisseurs et les différents distributeurs pour voir un petit peu qu'est-ce qui est utilisé à l'heure actuelle, tout simplement. D'accord. On va passer à Rim. Tu as la zapette juste là. Donc Rim, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Merci Isabelle pour la table ronde, pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Rim, je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Nous on n'est pas des distributeurs ni des marques. En fait on est une application, notamment une application pour permettre aux consommateurs de s'informer sur les vêtements avant de les acheter. On part du constat que 90% des consommateurs souhaiteraient pouvoir acheter de manière plus responsable. C'est des chiffres de McKinsey, mais seulement 3% y arrivent. Et nous, on pense qu'il y a un frein lié au manque d'informations. D'après un certain nombre d'études, 90% des consommateurs disent avoir peu d'informations ou avoir peu confiance dans ce que communiquent les marques. Donc nous, notre mission, c'est d'informer tous les consommateurs. On a commencé par l'application mobile Clear Fashion, mais maintenant, on intègre nos scores au sein des e-shops, par exemple, ou des fois, ça peut être sur des PLV en boutique, et bientôt, on espère, sous forme d'étiquetage. Et aujourd'hui, on est en France, mais on est en train de se préparer au développement international de Clear Fashion. Donc, nous, notre enjeu, en fait, c'est d'améliorer l'expérience client des consommateurs. Donc, on a créé une première solution grâce à notre application mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette application mobile, on peut accompagner grâce à cette application mobile des consommateurs tout au long de leur parcours d'achat. Donc, à la fois dans le cadre de la préparation des achats. Donc là, ils vont découvrir une nouvelle marque ou alors ils vont vouloir acheter un nouveau jean éco-responsable. Donc là, ils vont aller regarder sur l'application. Ils peuvent aussi scanner les codes barres des vêtements en boutique. Si on n'a pas les informations concernant les codes barres, c'est possible aussi, mais c'est un peu moins UX-friendly. En fait, ils peuvent prendre en photo l'étiquette de composition et nous, en fait, on va analyser la composition pour pouvoir donner une information aux consommateurs. Du coup, ça met plus de temps et évidemment, pour la marque, s'il y a une photo d'un vêtement qui est moins quali... Ouais, et on est moins capable de donner des informations, par exemple, sur la filière de production aussi. D'ailleurs, pour information, Chantal participe à ça.
Ils ont référencé justement tous leurs produits. Donc, c'est possible d'aller au sein des boutiques des marques du groupe Chantel et de scanner les codes barres. Et en effet, vous allez avoir un produit, un visuel, la dénomination, la note et les lieux de production, ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'a pas justement l'accès au code barre, puisque sans le code barre, on est capable seulement on ne peut pas justement mettre en valeur, par exemple, la fonctionnalité lieu de production. On ne va pas avoir autant de détails. Et maintenant, donc, on propose ici aux marques d'intégrer directement les notes sur leur e-shop. Donc ça, et puis des notes aussi au niveau de la marque, par exemple en devanture sur de la PLV. Je vais aller très vite, mais nous, en fait, on va dire que notre expertise, notre savoir-faire, c'est de coordonner le développement d'une méthodologie multicritères qui permettent d'analyser l'aspect environnemental, humain, social, animal, et maintenant les avis qualité qui sont portés par les consommateurs. Tu vois, tu voulais passer vite, mais moi je voudrais qu'on s'attarde un peu, parce que justement, comment vous faites pour agréger toute cette data qui existe ou pas, Ouais, sous différents formats Ouais, alors chez Clear Fashion, on a différentes sources de données. Alors, on analyse des marques et on analyse aussi les vêtements, leurs vêtements aux marques. Donc, on a 2 niveaux d'évaluation. Quand il s'agit des marques, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va analyser, bien sûr, l'impact des marques qui viennent vers nous. On va aussi analyser l'impact des marques qui sont très demandées par nos utilisateurs. Donc, par exemple, les 5 marques les plus recherchées chez nous, c'est H&M, Zara, Nike, Levi's, Adidas. Donc, ces marques-là, on se doit de répondre à la demande de nos utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder leur code de conduite, leur rapport RSE, et on va vulgariser cette information en la rendant standard et comparable pour les consommateurs. Donc ça, c'est un type de source de données, c'est-à-dire que c'est donc une recherche qui est faite par nous-mêmes, qui est plutôt, qui prend beaucoup de temps et qui doit être faite de manière rigoureuse. Donc ça, c'est le premier moyen. Ensuite, on peut avoir des acteurs qui peuvent nous apporter de l'information. Ça peut être des acteurs comme des PIM, des PLM, des choses comme ça, des labels, des organisations aussi qui peuvent nous apporter de l'information sur des attributs liés à certains produits ou à certaines marques. Et on va avoir, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les marques, on va dire que c'est notre plus grande source d'information. Donc, c'est les marques qui répondent elles-mêmes, on va dire, à un certain nombre de questions pour qu'on puisse faire un audit de leur marque et qui nous transfèrent aussi des informations au niveau produit pour qu'on puisse évaluer l'impact social, environnemental de leurs vêtements. Et nous, l'enjeu qu'on a à ce niveau-là, c'est qu'on a déjà des marques de type totalement différent. Je crois que peut-être non. C'est pas très important. Mais en fait, aujourd'hui, on travaille avec 250 marques différentes. On a géré autant de marques de type PME ou grande entreprise ou multinationale que de très petites entreprises, voire de créateurs. On ressent qu'il y a on va dire déjà un problème de langage, c'est-à-dire que quand on dit nous on analyse des références produits, en fait pour certains des produits c'est des Gétines, pour d'autres ça va être en fait tout le temps on va avoir des discussions sur qu'est-ce que je mets dans ma ligne en fait, qu'est-ce que je mets, est-ce que je mets un EAN ou est-ce que je mets un modèle, est-ce que je mets c'est un peu compliqué et ça on aimerait pouvoir, et c'est compliqué aussi parce que il n'y a pas trop de normes et tout le monde a, on va dire, selon si on est vraiment sur des DNVB, on va pas avoir le même langage, selon si c'est du wholesale, ça va pas être le même langage. Donc voilà, ça c'est le premier sujet et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué puisque typiquement, quand on est sur un usage de scan des codes barres, c'est assez simple, on peut rentrer sur la ligne EAN. Par contre, lorsqu'on est sur cet usage-là, intégration des scores sur des fiches produits, en fait, qu'est-ce que je mets dans ma ligne, quel est le produit que j'évalue. Et c'est voilà, en fait, même en termes de termes, c'est compliqué. En fait, aujourd'hui, on a défini nous
on a créé une définition, mais elle est assez longue et compliquée. Alors on pourra te donner les nôtres parce que justement dans le standard GS1, c'est pas uniquement un modèle de données qu'on définit, mais c'est aussi les définitions des champs et qu'est-ce qui est attendu derrière ce champ, pour que évidemment tout le monde parle le même langage et tout le monde indique la même information dans les champs. Donc ça, on pourra peut-être te donner notre vocabulaire et nos définitions derrière. Bah oui, et puis c'est très bien. En tout cas, moi je le vois avec les petites marques, dès lors qu'elles veulent se faire distribuer, justement là, elles commencent à justement être plus sensibilisées à ces termes. C'est vrai qu'on voit une évolution depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est aussi le développement de l'omnicanal. C'est qu'on a en effet, même nous, de grands distributeurs comme les Galeries Lafayette, on est confronté à des tout petits fournisseurs ou les marques DNVB qui n'ont pas du tout le même langage. Rien que la notion de modèle, taille, couleur, c'est tellement ancré chez nous, mais ce n'est pas forcément la vision des jeunes créateurs. Ensuite, on a un autre challenge, c'est que par exemple, pour permettre aux utilisateurs de scanner les codes barres, il faut des codes barres. Et là, en effet, on a pas mal de petites marques qui peuvent pas forcément le faire, en tout cas qui n'ont pas les codes barres. On a déjà, je crois, en fait, on leur propose quand même, on a un mail type qui leur propose justement d'aller prendre des EN. Mais bon, donc c'est pas une fonctionnalité qui est du coup accessible à tous, mais bon, qui est finalement aussi liée Par manque d'information, parce qu'en fait, à partir du JTIN, vous générez le code barre qui peut être lu par les machines, tout simplement. Donc, Et ensuite, on a d'autres challenges qui sont... Alors ça, donc c'est vraiment le sujet, on va dire le premier sujet, c'est-à-dire de quoi on parle. Et ensuite, nous, on est assez particulier puisque on a besoin d'un certain nombre d'informations. Il y a des informations qui sont essentielles, par exemple la composition, c'est essentiel. Et ensuite, bien sûr, pour pouvoir, par exemple, afficher les lieux de production pour les consommateurs, il faut pouvoir nous les apporter, ces informations. Donc, par exemple, le groupe Chantel, eux, nous ont apporté... alors, je ne sais pas quel traitement a été réalisé, mais en tout cas, on a les références produits et ils ont enrichi justement ces informations avec les données fournisseurs, les données de contrôle. Donc, voilà, il y a tout un travail aussi à faire, on va dire, de récolte d'informations par la marque et d'association de différents types de données, des données qui proviennent souvent de la qualité, des achats, avec peut-être des données du digital. Et ça, c'est toute l'organisation diffère. On va dire, on voit bien qu'on a des maturités différentes en fonction des marques, que certaines marques ont seulement des fichiers Excel. est-ce que ça vous inspire ce dont parle Nous, RIM? on a la chance de fabriquer nous-mêmes, donc on peut remonter la chaîne, alors pas jusqu'à la filature, mais on peut remonter la chaîne jusqu'au moins à la matière première. Donc par exemple, on travaille en ce moment sur la définition d'un indice de performance énergétique sur lequel il faut aller jusqu'à l'empreinte de chaque composant. Alors, un composant sur un soutien-gorge, c'est 80. Il y a 80 matières, fournitures, etc. dans un soutien-gorge. Et donc, on remonte la chaîne et parce qu'on a ces données. Quelque part, c'est une chance d'être par rapport à de l'outsourcing où vous achetez un produit qui est juste... qui est fini et terminé. Nous, on connaît chacune de nos matières qui sont à l'intérieur de nos produits. Donc, peut-être que pour ce coup-là, on a plus de chances de pouvoir donner une information fiable parce que c'est notre information en fait. Côté Galeries Lafayette, vous avez travaillé déjà sur le sujet des indices RSE que vous allez devoir afficher. Je ne sais pas si on l'affiche sur gel.com. Enfin, en tout cas, on a une équipe surtout sur nos marques propres. En fait, on a un programme qui s'appelle le programme Go for Good, que Chantal doit connaître justement un petit peu. Et dessus, effectivement, il y a des critères RSE. Je ne les connais pas par cœur, je vais être très honnête. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en place chez nous pour de la traçabilité, savoir avec qui on travaille, comment... Tout ce type d'informations. Donc ça existe bien chez nous. Ce label existe, on le voit d'ailleurs sur le site, le label Go for Good. Et en magasin, c'est pareil. D'accord. Et comment est-ce que les fournisseurs vous échangent cette information? Vous le rajoutez dans une colonne, dans un fichier
Oui, oui, comment dire, c'est très C'est artisanal, quoi. C'est manuel. artisanal, très artisanal. C'est très artisanal puisqu'effectivement ces données-là, c'est quelque chose qui n'a pas été vu, enfin qui est assez récente. Faut se le dire, faut être franc avec ça, et qui est censé être la norme plus tard, on va dire. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc on le traite de façon assez manuelle. Bien souvent, c'est aux fournisseurs. Au fournisseur global, on a beaucoup. Moi, j'ai travaillé sur la lingerie, donc je connais un petit peu. Donc, oui, on a beaucoup de fournisseurs en lingerie qui ont très développé, notamment dans le chausson aussi, où pratiquement quasiment toutes nos marques sont go for good, c'est-à-dire avec des produits qui n'ont pas nécessité, enfin qui n'ont pas pollué durant leur fabrication ou des choses comme ça, et qui respectent l'environnement. Ils respectent nos critères qu'on a développés avec le label Go for Good. Voilà, ils respectent nos critères, notre charte à nous, qu'on a développé effectivement. Voilà ce que je peux te dire dessus. Vous avez d'autres chantiers aussi. Vous avez développé la seconde vie au Galeries Lafayette. Alors, on a ouvert Neuf. en effet un corner sur la seconde main, on appelle ça. Donc on a 7-8 marques on a ouvert ça début septembre. À Haussmann essentiellement, mais à d'autres magasins aussi. Alors du coup, quel est le Jetine dessus? C'est compliqué. Alors là, je découvre un petit peu. Quand on a commencé à me dire faut référencer ses fournisseurs, j'ai dit bah oui, mais moi je sais pas quel EN mettre. À la seconde main, donc ils ont leur propre marque. C'est des sociétés, c'est des fournisseurs, ils ont leur propre marque. Et donc ils vendent d'autres marques de fabricants qui sont dans notre magasin. Voilà, je peux donner l'exemple de Levi's. Donc une seconde main de Levi's. Le N, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être le N de Levi's, sinon moi je facture Levi's. Enfin, je paye Levi's, je paye pas. Donc ces fournisseurs-là, on les a conduits vers GS1 en leur disant, alors c'est plus ou moins des friperies au départ. Et ils n'ont pas forcément une gestion du prix très maîtrisé, je pense. Enfin, en tout cas, il se pose pas mal de questions. Et au final, comment on peut identifier via GS1, parce que ça reste un GTIN qu'il faut mettre pour moi le vendre après en magasin. Comment on définit? Donc là, je pense qu'avec GS1, ils ont discuté. Pour l'instant, on a la règle de base, c'est le code GTIN correspond à un modèle. Alors, je n'ai même pas un modèle, une catégorie de produits qui ont un prix unique. Donc, les personnes ont créé, enfin le fournisseur a créé des jupes à 49 €, des jupes en laine à 60 €, des jeans vintage à 30 €. Et pour l'instant, on a, je pense, détourné un petit peu l'utilisation du GTIN. Et je pense que c'est des sujets qui seront à discuter, Oui, tout à fait. travailler. C'est des sujets qui sont là, en train d'être traités, et notre priorité pour l'an prochain au niveau international. Je rajouterais que, en fait, en tout cas, les secondes mains, les fournisseurs seconde main qu'on a invités aux Galeries Lafayette, il y a quand même une forte connotation de la marque. Il faut quand même y mettre en avant, c'est une seconde main de telle marque. Et c'est là où est toute la difficulté de l'identification de l'article. Oui. Alors comme l'a dit Paul, nous on répond aux besoins métiers. Donc on ne crée pas des standards si le besoin n'existe pas. Mais là on le voit grandissant, et surtout avec les sujets RSE, et c'est dans toutes les filières, que ce soit textile, électroménager, high-tech, etc. Donc ça, on invite toutes les personnes qui sont intéressées de peu ou de loin sur ce sujet à venir nous voir, parce qu'on est en train de mettre en place des groupes de travail, et on les fait évidemment avec vous et jamais sans vous. Et ça, c'est un sujet, en effet. Quel GTIN je mets, etc. etc. Chantal, vous avez de la chance de pouvoir connaître toute la chaîne de fabrication. Mais est-ce que vous avez des marques autour qui ont des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait qu'elles ne sachent pas comment... Alors, pas pour l'instant, je crois pas. Mais la question était, est-ce qu'on fait de la seconde main? Non, pas sur la seconde main, sur le fait de pouvoir identifier et tracer en fait la traçabilité de vos produits par rapport aux consommateurs, pour qu'ils sachent. C'est plus qu'engagé. Enfin, oui. La preuve, puisque nous participons activement sur Claire Fashion, mais pas seulement. Et voilà. Pour nous,
enfin, ça fait partie de l'ADN du groupe, de s'engager véritablement là-dessus. Les contraintes que l'on rencontre, c'est que c'est des sujets qui sont assez nouveaux, en tout cas dans le textile habillement. Je me rappelle d'ailleurs avoir assisté à un séminaire GS1 en août, quand on vivait encore, donc avant la Covid, tout ça. Je ne sais plus, c'était 2019 ou 2018, je ne sais plus, sur l'économie circulaire. Et je me rappelle très bien, c'était un très bon séminaire et qui montrait le textile habillement, le deuxième secteur le plus pollueur au monde. On se cachait sous la table. Enfin, autant vous dire, on n'apparaissait pas, on se dit oula mon Dieu. Et c'est vrai, maintenant, c'est compliqué parce que les fibres, ça nécessite beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de polluants, etc. Donc il y a un énorme travail qui est fait sur toute la chaîne. Et notre problématique actuelle, c'est de savoir quel est le bon indicateur qu'il va falloir prendre en compte, qui sera demain une norme, parce qu'on ne sait pas. Donc par exemple, en ce moment, je travaille sur 3 possibilités. Je ne sais pas lequel deviendra une norme en France, en Europe, mondiale, je ne sais pas. C'est une autre histoire. Et c'est d'être capable de, là, nous, le calculer, parce qu'on est fabricant, donc on calcule aussi beaucoup. Et après, de le mettre à disposition des sites, des clients. Donc, comment on va véhiculer ça? Alors, effectivement, dans mes transferts actuels par message EDI, je n'ai pas la zone indice RSE. Alors, je ne l'ai pas encore, mais donc on fait que des transferts à côté pour l'instant. Mais l'objet, effectivement, c'est si on peut demain avoir tous les champs définis et de se dire, ben voilà, quand je transfère ma fiche, maintenant je transfère aussi telle et telle information. Nous, ça nous arrangerait beaucoup. Maintenant, les standards sont à définir. Donc, oui, de toute façon, les fiches produits standards sont évolutives. Hein. Donc là, on est en V1 avec les besoins primaires, on va dire, et immédiats que vous avez fait remonter. Mais évidemment, il va y avoir d'autres versions avec tous ces sujets RSE et on invite toute la communauté du textile, du prêt-à-porter à venir participer à ces travaux pour vous dire quelles sont les informations dont on a besoin d'échanger. Oui, et par rapport à ça, bon, c'est vrai que nous, ce qu'on dit chez Clear Fashion, c'est qu'il y a une demande consommateur, il y a une urgence aussi, parce que vous l'avez dit, c'est un secteur très polluant, qui est assez opaque, où il y a un certain nombre de problématiques sociales, mais c'est aussi, il y a en ce moment aussi des directives européennes, françaises, justement concernant l'affichage social et environnemental. Moi, je me dis, il y a certaines marques. Alors, c'est vrai que vous avez la connaissance de vos fournisseurs déjà. Vous avez aussi peu de collections par an, donc vous les maîtrisez. Mais par contre, je me demande en fait comment ça va être pour ces marques qui justement n'ont pas forcément la connaissance actuellement et qui en plus de ça ont un certain nombre de collections par an à maîtriser. Ça va devenir très complexe. Et c'est vrai que, aujourd'hui, en tout cas, au niveau européen et au niveau français, ils annoncent un affichage qui serait potentiellement obligatoire plutôt pour les multinationales d'ici à 3-5 ans quand même. Donc, c'est quand même un enjeu à venir qui va devenir assez important, quoi. Si je résume, il y a besoin d'identifier et puis de parler le même langage, de partager l'information, que ce soit avec vos clients distributeurs ou avec des applications consommateurs comme Clear Fashion. Et il va y avoir de plus en plus en fait, de données à partager de façon rapide. Et donc, c'est vrai que si ça peut se faire de façon automatisée en fait, et ne pas faire différents formats pour échanger la même donnée, ça faciliterait grandement la vie de tout le monde. Un dernier mot avant de clore cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Pas de questions? Je vous propose donc je vous remercie. Si vous pouvez applaudir notre table ronde pour ces échanges riches. Donc là, il va y avoir une pause. On vous donne rendez-vous à 11h25. Ceux qui sont présents, ils peuvent évidemment prendre un café et on donne rendez-vous à ceux qui sont à distance à 11h25, si je ne m'abuse. Voilà, pour vous parler un petit peu plus de cette fiche produit, justement, fashion.
À tout à l'heure.